Hola! On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'août. Ça a été un petit peu compliqué ce mois d'août. J'ai pas tellement lu, je pensais lire un peu plus que ça, mais c'est pas grave, j'avais beaucoup lu au mois de juin. Là ça se régule un peu entre juillet et août. Comme toujours, petit bullet journal pour vous dire exactement combien de livres j'ai lu. Il n'y a pas eu que des romans d'ailleurs. Il y avait eu beaucoup de non-fiction, donc ça va être un peu plus intéressant peut-être, ou pas. J'ai lu 8 romans, enfin 8 livres hors graphique, parce que j'ai lu 4 graphiques. Je suis pas sûre d'être très claire et j'ai pas envie que cette vidéo dure des heures. Je vais vous parler de mes 12 dernières lectures. Pas tout à fait parce que j'ai déjà lu 2 livres pour ce mois de septembre et je vous tourne ça le 2, donc on n'est pas trop mal. Mais bref, je vais commencer par les livres que je n'ai pas en ma possession, soit parce que je les ai revendus, soit parce que j'ai eu un problème avec ma commande de Fnac. Je vais pas m'étendre ici mais il faut qu'ils me les renvoient et bah pour le moment je ne les ai pas. Et vu que j'ai déjà attendu 5 jours pour recevoir ma commande, je suis pas sûre de recevoir le retour avant plusieurs semaines et je pouvais pas attendre pour faire cette vidéo. Mais bref, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de L'été où je suis devenue jolie. Donc c'est L'été où je t'ai retrouvée et L'été devant nous. J'en avais déjà parlé je crois dans un book haul, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai adoré le premier tome, c'était... je pense un petit coup de cœur, alors pas le coup de cœur de l'année, mais je me suis vraiment retrouvée dans le personnage de Belly, je crois que c'est ça. J'avais vraiment adoré le premier tome, il me faisait beaucoup penser, enfin Belly me faisait beaucoup penser à la moi enfant, plutôt enfant qu'adolescente, mais bref. J'aimais beaucoup son personnage, j'aimais beaucoup ce côté estival, c'est vrai que je l'avais lu au mois de juillet donc c'est peut-être pour ça. Et j'ai bouffé la saga en un été, donc c'est pour vous dire que j'ai quand même un attachement à cette série et à ses personnages. Mais si j'ai adoré le premier tome, et genre vraiment adoré le premier tome, je l'ai même gardé. J'ai pas gardé le tome 2 et 3, je les ai revendus entre temps sur Vinted parce que c'était sympa. Mais c'était pas... je trouve déjà que c'était pas dans la même ambiance que... enfin surtout entre le 2 et 3. Dans le premier tome on suit Belly quand elle a 13 ans je crois, et après on la suit à ses 14 ans parce qu'elle est née l'été. On la suit aller dans une maison de vacances avec qui elle va toujours avec sa mère et son frère. Là-bas ils retrouvent la meilleure amie de leur mère avec ses 2 enfants qui sont 2 garçons. L'un a le même âge que le grand frère de Belly et l'autre a le même âge que Belly. Et ils forment un groupe où en fait c'est un peu la fille un peu chiante, un peu casse-pied, qu'on n'aime pas trop inclure dans le groupe mais qui fait quand même partie de la bande. Du coup je me reconnaissais complètement dans ce rôle là. C'est aussi pour ça que j'ai adoré. Et dans le tome 1 ça se termine par quelques mois plus tard où Belly sortirait avec l'un des garçons, parce que oui c'est une romance estivale, young adult, voire même plutôt adolescent que young adult, vous voyez, genre moins de 15 ans. Genre vous avez 12-13 ans, vous voulez lire cette histoire, allez-y, c'est complètement dans votre âge, dans votre tranche d'âge. À 15 ans vous ennuierez peut-être un petit peu, mais il n'y a pas de sexe, enfin même la romance est assez survolée, etc. Mais bref. À la fin du tome 1, enfin, ça finit sur une sorte de cliffhanger, je me suis dit bah franchement le tome 1 aurait pu suffire à lui-même. Je fais bon, on va lire le tome 2, je lis le tome 2 et je trouvais que c'était... j'étais un peu ambiguë, enfin je savais pas trop quoi penser de ce tome 2 et je me suis dit bon, je vais déterminer mon avis sur ce tome 2 avec le tome 3. Sauf qu'encore une fois, à la fin du tome 2 on se retrouve pour le coup des années plus tard et il arrive un gros événement à Belly. J'étais là mais ça n'a aucun sens, genre dans le tome 2 ça ne correspond pas à ça, pourquoi dans le tome 3, enfin genre on finit le tome 2 avec ça, donc le tome 3 ça va concerner cet événement, mais c'est pas possible, c'est surréaliste, je ne comprends pas. Ça s'explique, ça se justifie plus ou moins dans le tome 3, mais Jérémia, donc l'un des garçons, va faire quelque chose à Belly que je ne comprends pas, que je n'explique pas, ça ne correspond pas à son caractère. J'ai même l'impression que ce tome 3 a été écrit par une tierce personne, parce que ça ne peut pas être Jenny Han qui a écrit ça. J'étais là, mais je ne... non, enfin ce n'est pas... l'autrice n'a pas pu écrire ça, ça ne correspond pas au personnage. Ça correspond pas à l'histoire, mais ça correspond pas au personnage, à leur personnalité. Et tout du long de l'histoire, je m'attendais à quelque chose qui arrive à la toute fin du tome 3 et c'est même pas très argumenté. Donc on a eu 3 tomes d'une série pour nous raconter genre bah voilà, tout ce que vous attendiez pendant toute la saga, et bah vous l'aurez pas complètement. Et du coup j'étais grave frustrée, ça m'a saoulée, j'ai ragé sur mon tome 3 parce qu'en plus de ça, ça se lit super bien, c'est hyper fluide et vraiment tu le bouffes le livre, tu lis une centaine de pages par heure même si t'as pas un bon rythme de lecture quoi. Vraiment je suis frustrée. Et maintenant je me dis, est-ce que je regarde la série? C'est une série ou c'est un film sur Amazon Prime? Je ne sais pas, j'ai Prime, donc peut-être que je ferai ça, mais ouais, vraiment déçue de cette saga parce que le premier tome il était là dans mon estime et bah voilà, ça va pas jusqu'au bout quoi.
Je vais pas citer les livres dans l'ordre, comme je vous montre déjà ce que je n'ai pas en ma possession. J'ai lu un essai, enfin plus ou moins un essai, un regroupement de documents plutôt. Je sais pas trop comment le qualifier, c'est un peu particulier. J'ai lu Genre et sexualité en Corée. Je vous mets la petite couverture ici si je la trouve, mais je suis pas très sûre parce que je crois que c'est chez l'Harmattan. Je sais plus chez qui c'est comme maison d'édition, mais c'est pas une grosse maison d'édition. Bref, ici c'est plusieurs textes, interviews, il y a un passage d'une nouvelle je crois ou d'un roman. Je sais plus trop, enfin je sais pas trop comment le qualifier, c'est plutôt ça, parce que je me souviens très bien du livre. J'ai adoré les 4-5 premiers textes, je crois qu'il y en a 12 ou 13, peut-être même moins que ça. Mais j'ai adoré genre la moitié du bouquin où on parlait du genre et de la sexualité en Corée. Comment est-ce que c'était représenté, pas forcément dans les médias, mais plus dans la société. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Il y a même l'analyse du texte à propos de ma fille, je vous mettrai la couverture aussi à l'écran, que j'ai lu en début d'année je crois. J'avais prévu de le mettre en vente et je l'ai jamais mis en vente, et là du coup je l'ai gardé dans les bibliothèques parce que l'analyse qu'en faisait la personne, je ne sais plus quelle était sa profession, mais l'analyse qu'elle en faisait, je la trouvais très juste et j'avais pas forcément remarqué certains points. Et quand j'ai lu son analyse, je me suis vraiment dit ah ouais, je me souviens de cette scène là, elle m'avait interrogée mais maintenant je comprends et ça met du sens. On parle aussi, alors on parle plus ou moins au début de féminisme et de comment est-ce que le féminisme est perçu en Corée du Sud, qui est une société très patriarcale. Elle a évolué très vite la Corée du Sud, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça c'était une dictature. Je le dis souvent parce que les gens l'oublient, la Corée du Sud était une dictature il y a 40 ans de ça. Et ouais 40 ans, un petit peu plus que 40 ans. Et la société était très vite, c'est la société de toute façon qui dit qu'il faut aller vite vite. Et à côté de ça, il y a les mentalités qui commencent à changer sur certains sujets parce qu'il y a de plus en plus d'Occident et que la Corée du Sud s'est tournée vers l'Occident en fait. Il y a une ouverture d'esprit, mais en même temps il y a encore des mœurs qui sont vraiment très ancrées. Et même dans la langue, du coup le coréen, il y avait plein de choses qui sont genrées. Alors vous voyez en France, genre on va... Vous voyez en France on va dire que le masculin l'emporte sur le féminin, voilà. Et c'est pour ça qu'on tourne de plus en plus vers une écriture inclusive. On va dire une littérature inclusive, je suis pas sûre qu'on dise vraiment comme ça, un langage inclusif plutôt. Mais ce n'est pas officiel en fait. Vous pouvez utiliser la forme inclusive, mais techniquement le masculin l'emporte toujours sur le féminin. En Corée, il n'y a pas forcément ce côté masculin-féminin, tout est un peu neutre. Et c'est un petit peu tout le combat de tout ça. C'est comme le mariage gay n'est pas interdit, enfin n'est plus interdit, c'est surtout ça, mais il peut pas être autorisé, et en même temps dans le texte concernant le mariage, c'est pas très hétéronormé, c'est pas un homme et une femme, c'est deux personnes. Donc comment est-ce qu'on peut dire que... Voilà, il y a plein de choses qui tendent vers ça, il y a aussi tout ce qui va être la cohabitation, etc. Il y en a qui... Bah, comment est-ce qu'on peut juger... Enfin, une personne qui a vécu toute sa vie avec une autre en étant en couple, on peut pas les reconnaître en tant que couple gay, et pourtant ils sont gays, ils sont en couple, ils ont vécu toute leur vie, comment ça se passe si l'un des deux décède, enfin bref, il y a plein de questions comme ça qui étaient soulevées. J'avais déjà lu des documents là-dessus, et c'était parce qu'il y avait eu un scandale entre guillemets, une affaire il y a quelques temps, et en fait ils en parlent aussi dans l'histoire, du coup c'était hyper intéressant. Je savais pas qu'il y avait plusieurs prides, notamment en Corée du Sud, mais il y en a une à Daegu, du coup j'étais là, oh là là mon dieu. Oui parce que c'est la ville de Suga du coup, enfin de Taeyang aussi, mais bref. Grosse fan de BTS, j'étais là, ah Suga, machin. Voilà, mais du coup il y avait plein d'éléments comme ça, hyper intéressants. Et la deuxième partie du livre, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle genre et sexualité en Corée. Parce que, alors déjà il y a un texte en anglais dans le bouquin. Et je l'ai lu après, il était intéressant, mais j'ai pas compris pourquoi il ne l'avait pas traduit. Et après ce texte en anglais, et ben j'ai pas trouvé trop d'intérêt. Alors c'est sympa pour une chose, c'est que on parle de la Corée, mais on parle pas que de la Corée du Sud, il y a un texte qui est nord-coréen, où on parle d'homosexualité dedans. Alors ok, c'est un petit peu... comment dire, c'est pas hyper bienveillant, et tu vois que ok il y a un gay, mais c'est pas pour dénoncer les gays, hein. C'est pas pour dire genre ouais tuons-les, mais c'est plutôt pour dire ok, le commandant couché avec genre je sais plus qui, j'étais là ok, mais c'était que ça. Mais du coup il y avait quand même de la représentation dans un texte nord-coréen, publié en Corée du Nord, du coup j'étais là waouh, enfin c'est quand même ouf pour le pays. Et alors je sais pas s'il est toujours publié, si ça a été un extrait de quelque chose, mais en tout cas il a été sur le territoire nord-coréen, du coup j'étais là waouh, c'est ouf. Mais en dehors de ça, ouais, enfin même à la fin on nous parle des textes de la guerre entre la France et la Corée du Sud par rapport à certains textes, parce qu'il y a eu un pillage, etc. Du coup ça aurait pu être intéressant, mais ça n'a rien à faire dans un livre, enfin dans un recueil qui s'appelle Genre et sexualité en Corée. Du coup j'étais frustrée, j'étais là ok j'ai appris un truc, c'était hyper intéressant par rapport à ça, mais c'est juste ça avait rien à faire dans ce recueil. Donc ça m'a frustrée.
Ensuite, on va passer aux petits graphiques que je n'ai pas en ma possession. Pas que je ne veuille pas les garder, mais comme je vous l'ai dit, problème avec les commandes de la FNAC, ils vont me les renvoyer, donc vous les reverrez sûrement quand je ferai un bookshelf tour 2024. Donc dans pas si longtemps que ça en fait, parce qu'on est déjà en mois de septembre. Mais bref, j'ai acheté et lu Sa Majesté l'Idol, le tome 1. C'est une sorte de... c'est un webtoon je crois. Il me semble que c'est un webtoon publié chez K-Books, enfin K-Addict, c'est leur collection graphique. J'ai pas été très subjuguée par l'histoire, donc je pourrais pas vous faire un résumé hyper dynamique et enthousiaste et ce genre de choses. Ici on suit une jeune fille qui va tomber sur un miroir un peu particulier et en le regardant un jour de pleine lune, elle va être transportée dans l'époque Joseon, donc une époque historique de la Corée du Sud, et elle va voir un homme qui ressemble trait pour trait à son meilleur ami et elle comprend pas, du coup elle commence à moitié à l'engueuler, etc. Sauf que cet homme est empereur. Du coup elle est en train d'engueuler l'empereur. Donc le protecteur de l'empereur, qui a un nom mais je ne sais jamais retenir tous les grades, etc. Va vouloir s'en prendre à elle, lui va dire non mais laisse, mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est habillée comme ça, qu'est-ce qu'elle fait là, elle comprend qu'elle est pas dans son époque et que son meilleur pote il lui a pas fait une blague en se déguisant. Donc elle comprend rien de ce qui se passe et en fait il va y avoir une sorte de jeu, enfin c'est pas vraiment un jeu mais... ils vont changer d'époque assez régulièrement, l'empereur va croiser du coup son double qui est le meilleur ami de cette fille. Et voilà, il y a un truc historique, apparemment elle aurait hérité de certains pouvoirs et elle pourrait voyager dans les époques et elle pourrait changer le destin de cette personne parce qu'il est en danger ou que sais-je. Et je vous avoue que voilà, ça n'a pas été incroyable, je garderai pas cette saga, enfin je garderai pas ce tome 1 en fait. Mais ouais, j'ai pas été très convaincue par cette histoire, j'ai pas été forcément attachée au personnage. Si je tombe sur le bouquin à l'occasion que quelqu'un peut me prêter le livre, je continuerai pour savoir s'il y a des choses qui bougent un peu, qui sont un peu mieux. Mais j'irai pas genre chercher exprès les livres et continuer la saga, etc. Et ce qui m'avait donné envie de lire cette saga, c'est surtout que c'est publié chez K-Addict et que j'ai adoré le manga, enfin le webtoon plutôt, The Runway, et je me suis dit oh là là, ça se trouve ça sera aussi bien que The Runway. Mais non Pauline, ce n'est pas parce que ça figure dans le même catalogue que ça va être au même niveau, c'est pas les mêmes illustrateurs, ça avait rien à voir, mais... Voilà, j'ai voulu tenter et ça l'a pas fait avec moi, ça reste quand même très bien dessiné et j'aime beaucoup ce côté webtoon. Mais celui-ci, non, ouais franchement, ça l'a pas trop fait. Keum-seok Gaedri Kim est une illustratrice coréenne, sud-coréenne que j'adore, genre vraiment je l'aime d'amour. Et il y a certains livres que je n'ai pas encore lus d'elle, oui c'est possible, et il y en a un qui me faisait extrêmement peur de par sa thématique, c'est La Saison des pluies. J'avais lu un résumé, non pas le résumé de la maison d'édition, mais un résumé je crois d'une libraire, je ne sais plus. Bref, et je voyais que ça parlait de la thématique... comment je peux dire ça, j'ai pas envie de vous trigger et je tiens à vous dire que ma chronique ne va pas être triggerante, techniquement. Juste quand j'ai mentionné ces trucs là, vous risquez d'avoir un petit genre oh. Et je l'ai eu aussi, et c'est pour ça que je l'ai pas lu pendant des mois et des mois, ce livre. Ça parle des Coréens qui mangent du chien. Voilà. Encore une fois, on n'est pas là pour juger les gens, personnellement je ne mange pas d'animaux, je ne vous juge pas quand vous mangez une vache alors qu'en Inde faut pas manger des vaches. En Asie, certains pays, même pas mal de pays d'Asie, mangent des chiens, c'est pas tous les habitants qui mangent du chien matin, midi et soir. Mais ça existe, c'est possible, et dans ce livre aussi, c'était une thématique qui me faisait peur, enfin, vous comprenez, moi les chiens, c'est toute ma vie depuis que je suis... Enfin vraiment, depuis que j'ai de la mémoire, je me souviens d'avoir été entourée de chiens et d'aimer les chiens plus que ma vie, donc voilà. Le truc, c'est que j'avais quand même envie de découvrir la plume de cette autrice, et pour suivre l'autrice sur Instagram, notamment, elle a des chiens qu'elle adore. Du coup, je me suis dit, bon, si elle parle de cette thématique, et il y a un petit passage dans L'attente, qui est un de ses romans, où elle parle déjà de cette thématique, que genre le chien disparaît et que elle a compris que les voisins l'avaient mangé. Alors comme c'était en période de guerre ou d'avant-guerre, tu te dis bon c'était une autre époque etc. Ça arrive encore maintenant. Alors c'est pas parce que vous allez manger dans un resto à Séoul que vous allez manger du chien, c'est quand même assez spécifique, c'est pas grand public etc. Mais bref, comme l'autrice était vachement sensible à cette question animale, je me suis dit on va tenter de le lire et on va voir ce que ça donne, et si t'es trigger tu fermes le livre et tu ne le reverras plus jamais. Sauf que j'ai adoré cette histoire, parce que d'accord, la chose est mentionnée, mais on n'est pas forcément là-dessus. On va plutôt parler de l'autrice qui va se découvrir, on va dire ça comme ça, un amour pour les chiens et un amour pour les animaux de manière générale, et elle va plutôt dénoncer comment les chiens, surtout à la campagne, sont pas très bien traités par les Sud-Coréens. Il y a beaucoup de chiens errants, il y a beaucoup de chiens qui sont attachés à une corde dans un jardin et qu'on nourrit avec des restes quand il y en a. Il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de chiens qu'on laisse comme ça, et puis ouais vraiment ça devient des chiens errants.
Il y a beaucoup de maltraitance, pas forcément, alors des coups oui, on le voit pas, je vous dis hein, parce que je ne pourrais pas, genre vraiment, on peut torturer des bébés, c'est ok, on touche pas à un poil d'un animal, d'accord? Donc pour que ce soit ok pour moi, pour que j'en parle et que je vous le recommande, c'est que vraiment, c'est pas triggerant. Je sais que quand je mentionne le fait de manger du chien, ça peut être triggerant et je comprends que cette phrase, ça vous fasse un choc, parce que ça m'a fait un choc aussi, mais le bouquin ne parle pas vraiment de ça. À un moment donné, il y a un des voisins, tu comprends, enfin un des voisins ou un des mecs dans le village, tu comprends que il risque d'attraper des chiens pour les consommer, mais on ne voit rien et c'est plutôt supposé que réellement dénoncer. Et c'est parce que tu sais que le livre traite de tout ça que tu comprends que c'est ça. Mais si tu connais pas la thématique, je suis pas sûre qu'on fera le rapprochement directement. Mais voilà, c'était incroyable parce que l'amour de l'autrice pour son premier chien, pour un deuxième chien qu'elle va trouver, et on voit que vraiment l'ambiance générale, alors forcément j'ai pleuré parce qu'un chien dans une cage qui ose pas sortir de sa cage, j'étais là mais elle veut juste te donner de l'amour. Et tu vois aussi oh putain je vais oh non mais je vais pas pleurer pour des chiens, oh là là. Je vais pas trop m'étendre sur cette scène là, mais il y a un chien qui est dans une cage, ils veulent l'adopter mais le chien était tellement conditionné à vivre dans une cage qu'il ne veut pas sortir et ça m'a brisé le cœur. Spoiler alerte, il sort de la cage, c'est le chien de l'autrice et il va très bien apparemment, mais là là, c'était trop émouvant et en plus on voit le mari de l'autrice et ô combien il aime les animaux à son tour, en fait il les a toujours aimés et c'est mais tellement émouvant et vraiment c'est une ode aux animaux, aux chiens et c'est une petite tacle aussi pour les Sud-Coréens, surtout ceux qui vivent à la campagne en mode bah occupez-vous de vos animaux ou n'en prenez pas en fait. Mais là elle est beaucoup plus sur ouais, la maltraitance, la négligence. Après la négligence fait partie de la maltraitance mais vous voyez, on est plutôt sur la négligence des animaux et c'est une ode aux chiens. Et voilà, et puis les dessins de cette autrice, enfin de cette illustratrice, incroyable, formidable, je sais même plus quoi dire, c'est des chefs-d'œuvre chacune de ses œuvres, j'ai adoré et j'ai chialé et voilà, enfin j'ai beaucoup trop aimé. Et je crois que j'ai fait un TikTok qui va sortir un TikTok où on voit quelques planches, donc allez le voir parce que c'était trop beau, c'est super bien fait, c'est... voilà, j'ai plus les mots mais c'était trop bien et ne vous arrêtez pas à la thématique parce que je m'étais arrêtée à la thématique et j'aurais franchement regretté d'être passée à côté de cette lecture parce que, bah encore une fois, c'est l'une de mes meilleures de l'année quoi. J'en ai profité, dans ma commande il y avait aussi le nouveau roman de l'autrice qui est sorti le 26, je crois le 26 août. C'est Demain est un autre jour qui parle de la stérilité du couple. Parce qu'il y a aussi bien l'autrice que son mari qui sont stériles, qui ont des difficultés à avoir des enfants et du coup on suit le parcours de cette femme qui a une cinquantaine d'années maintenant mais qui en avait une trentaine à l'époque et elle nous explique le parcours du combattant que c'est de faire ce genre de démarche et j'avais conscience de ça parce que j'avais une collègue il y a quelques années qui était dans cette démarche là, alors pour elle ça a été très long, très difficile, franchement c'était horrible de l'avoir comme ça, mais derrière elle a pu avoir un enfant, donc c'était la concrétisation de la chose, genre vraiment t'as galéré pendant tout ce temps mais c'est pas entre guillemets pour rien, tandis que l'autrice elle n'a pas eu d'enfant. Et on va parler de toutes les charges en fait, enfin comment on peut dire ça, tous les reproches en fait qui sont faits, qui sont portés sur la femme, et bien évidemment, hein, parce que même si les deux avaient un problème, bah, c'était la femme le problème, hein, et comme toujours. Tous les reproches qui lui sont... En fait, il y a on est un peu sur deux fronts, parce qu'il y a le côté sociétal, enfin même plusieurs fronts. Il y a le côté familial qui met la pression en mode ah bah oui, il faut avoir des enfants, machin. Du coup, t'es obligé de dire que t'es stérile, t'es obligé de te confier à tes proches avec qui t'avais pas forcément envie de le faire, parce qu'en fait on te met tellement la pression qu'il faut que tu te confies. T'as le côté sociétal, voilà, une femme, en Corée du Sud, rappelons-le, il faut que t'aies un enfant, t'es marié et un enfant. Parce que quand t'es pas marié, t'as encore une excuse de ah bah tu bosses, tu fais des choses, donc voilà. Et après c'est vraiment la pression de hé, t'es marié, il faut que t'aies un gosse maintenant. Donc elle a ça, et elle a son propre désir d'enfant qu'elle n'arrive pas à concrétiser, enfin leur désir d'enfant, puisque c'est un couple, qu'ils ont et qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. Et c'est... J'ai pas été énormément touchée par cette histoire parce que je ne veux pas d'enfants et je dois pas vouloir des enfants parce que des gens veulent des enfants et ne peuvent pas en avoir. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie, hein. Mais c'est sûr que moi c'est un choix que j'assume complètement, je ne veux pas d'enfants. Et du coup c'est pas un truc où je me dis ah ouais la maternité quand même c'est important. J'arrivais pas à être en empathie avec elle, je me dis ah j'imagine que ça doit être difficile mais j'étais pas en symbiose en fait avec elle. J'étais empathique mais j'étais pas compatissante plutôt. Et du coup j'étais là, bah j'imagine que ça doit être difficile, j'imagine la douleur, j'imagine l'angoisse et la déprime dans laquelle tu te trouves, même la dépression à un moment donné. Et en même temps j'étais là, bah je relate pas et j'ai pas été touchée par les planches.
parce que autant il y a des sujets qui me touchent pas spécialement, mais quand c'est bien dessiné ou c'est un peu impactant, direct là la compassion elle arrive, elle me fracasse et je suis là. Là pas du tout. Alors j'ai versé quand même ma petite larme parce que c'était... tu sens en fait le poids que c'est et la détresse, franchement le désespoir, tu vois la maltraitance aussi de certains soignants était là, waouh quand même, franchement, mais tout ce qui est d'ordre de l'intimité, tout ce qui est gynécologique, bah un petit peu de jugeote quoi, un peu d'humanité quoi, et non il y en a pas, et bref. Ça c'était dur à voir. Alors il n'y a pas des planches dégueulasses parce que l'autrice fait jamais des choses qui vont choquer et qui vont faire se sentir mal. Elle est pas du tout dans cet objectif là. Ces planches sont parfois magnifiques et dramatiques et pourtant il n'y a pas... je sais pas, elle essaye pas de faire un truc trash pour faire un truc trash. C'est toujours... je sais pas, j'adore sa façon de dessiner. Pour moi, vraiment ce qu'elle dessine à chaque fois c'est incroyable. Mais il y a quelques planches qui m'ont touchée mais j'ai pas été non plus... ouais, j'ai pas été complètement en compassion avec l'autrice et c'est aussi pour ça que ça l'a fait moyennement avec moi. Enfin j'ai adoré les planches sans... enfin j'ai bien aimé les planches sans les adorer alors que d'habitude je les adore et c'est incroyable et machin. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle est beaucoup dans du très autobiographique, surtout pour des thématiques assez dures, je suis moins touchée. Enfin je vous dis ça mais la saison des pluies ça l'a fait avec moi donc je sais pas mais bref. Voilà, lui il m'a pas tellement plu, je le trouve important et si vous n'êtes pas trigger par cette thématique, parce que je sais que ça peut en trigger certains veulent des enfants mais n'y arrivent pas, je l'ai trouvé très bienveillant, très bien fait. Et même la fin est belle parce que dans justement le chant de mon père, on voit l'histoire de sa sœur qui était diabétique, qui a vécu avec un homme qui était absolument pas bienveillant. Et on apprend tout ce qui est arrivé, enfin une partie de ce qui est de la vie de sa sœur, ce qui lui est arrivé. Et on a un petit rappel dans ce livre-ci, et c'était un petit peu genre on ferme la boucle, et c'était... franchement c'est lu le chant de mon père, lisez aussi celui-ci, c'était très beau, c'était très... pour ça voilà, ça m'a fait un petit genre... oh. Et les planches, les dernières planches sont vraiment magnifiques. Je regrette de ne pas l'avoir pour vous le montrer, mais j'ai vraiment adoré les planches parce que à chaque fois cette autrice elle adapte les couleurs de ses dessins à l'histoire et on est vraiment sur un truc violet, tout nuancé de violet, donc c'était très joli, un peu, ça va du presque rose au bordeaux un peu soutenu. Et à la fin on a quelque chose de beaucoup plus clair avec l'été, avec des plages, même un coup de crayon qui est plus fluide et tu vois que genre un peu l'eau a coulé et on est plus dans l'acceptation et voilà, c'était quand même, je peux que vous le conseiller. De toute façon, lisez cette autrice, franchement Kamsun Gadjun Kim c'est la référence, elle aura fait mon année 2023 et je continuerai de vous saouler avec pour les années à venir parce que vraiment c'était trop bien. Maintenant que j'ai parlé de tous les livres qui sont en dématérialisé, on va dire ça comme ça, je crois que j'ai changé un peu le cadrage mais je suis pas très douée. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné en face cam, ok? Bref, j'ai quelques livres à vous présenter. Je pense qu'on va aller sur des non graphiques et après... alors j'ai un graphique, j'ai 2 non-fiction et j'ai 3 romans. Je pense qu'on va commencer par la non-fiction parce que j'ai des choses à vous dire et j'ai trop hâte. J'ai lu Tokyo Crush de Vanessa Montalbano. Je crois que je vous en ai parlé dans un vlog. En fait c'est sûr que j'en ai parlé mais je sais que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram et je sais pas si j'en aurais pas parlé aussi en vidéo. Mais en gros ici on suit une femme, c'est un essai. Enfin je sais pas si c'est vraiment un essai, c'est un livre autobiographique ça c'est sûr. Sur la drague, l'amour et tous ces codes au Japon. Écrit par une française. Alors moi au début j'étais là, oh là là. Mais il m'attirait. Du coup je l'ai trouvé à la Cultura. Il coûte 15 €, c'est un format poche. Parce que bon, je vous spoil un petit peu ce qui va arriver après, mais... ceci est un format poche. Voilà, vous voyez, il n'y a que ça qui dépasse. Et ça coûte 15 balles. Et en plus il est court, parce que l'autre il fait 400 pages, parce que lui il en fait 197. Mais j'ai adoré, je l'ai gardé dans les bibliothèques, la raison pour laquelle je peux vous le montrer. Et je suis trop contente de vous en parler parce que c'était une super bonne lecture. J'avais peur parce que comme je vous le disais, une française qui va se permettre de juger des japonais, j'étais là, oh là. Voilà, justement, je me suis dit, une française qui va juger des japonais et une culture, et pas du tout. Vraiment, pas du tout. Alors, mon petit regret, c'est que Louis-San avait posté une vidéo, il y a combien de temps? Il y a 2 ou 3 mois de ça? Peut-être un peu plus récemment, je sais plus. D'ailleurs si vous ne suivez pas Louis-San, je ne sais pas ce que vous attendez pour suivre Louis-San, parce que j'adore ses vidéos. Bref, Louis avait posté une vidéo où il parlait justement de la drague au Japon et de... je crois qu'il parlait vraiment de la subtilité de la drague et de... enfin pas forcément de la drague, je m'embrouille un peu, mais bref, il parlait de comment est-ce que les femmes draguaient les japonais ou quels étaient les codes
entre elles pour comprendre qu'un mec les intéressait ou des choses comme ça. Et dans ce récit-là, on en parle un petit peu, genre de la forme des visages ou de comment est-ce qu'on va appeler un homme qui reste beaucoup à la maison, ou comment on va appeler un homme introverti, comment on va appeler un homme extraverti, et toutes ces petites subtilités qu'on n'a pas du tout en France. Et je crois qu'on a qu'au Japon, mais je connais pas toutes les cultures, donc voilà. L'autrice, elle a vraiment pris ce parti de... Déjà, elle a vécu vraiment au Japon, elle a bossé pour une entreprise japonaise, elle a fait sa vie au Japon, enfin une partie de sa vie au Japon. Elle y a vécu 6 ans et elle était pas dans ce truc de je vais me trouver un japonais parce que c'est trop bien de dater un asiatique. Elle a juste fait sa vie et elle s'est dit bah vas-y je vais me trouver un mec, et du coup il s'est avéré qu'il était japonais et elle avait beau avoir un niveau de japonais acceptable, hein, avec qui elle arrivait à communiquer, en tout cas qui lui permettait de communiquer, elle avait pas toutes les subtilités de la langue. Et en fait dans ce livre elle va vraiment énoncer des faits de ce qui lui est arrivé dans sa vie, des différentes histoires qu'elle a eues, et elle va pas analyser ses relations, mais elle va expliquer que il y a la différence de culture qui est très importante, mais il y a aussi le fait que elle avait pas toutes les subtilités de langage, et j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'elle le note, qu'elle le mentionne, et qu'elle dise bah en fait cette histoire elle a pas pu se concrétiser parce que bah je comprenais pas ce que je pensais être assez cool et je suis du genre un peu sympa machin, un peu rigolote machin, mais en fait je suis vachement terre à terre en japonais parce que je comprends pas les subtilités de la langue. Et enfin, alors en France on est très second degré, humour noir etc, ils l'ont pas en Japon, donc même quand tu essayes de faire un truc un peu drôle, bah en fait en japonais ça ressortira pas comme tu voudrais que ça ressorte. Alors autant ce serait un français d'origine japonaise ou j'en sais rien qui vit en France depuis longtemps, il pourrait comprendre la subtilité, mais quand t'es un japonais de Japon qui a vécu qu'au Japon, voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Elle parle aussi de Yolande je crois. Putain, à chaque fois je zappe. Un host, si vous ne savez pas ce que sont les hosts, allez vous renseigner, mais c'est un peu la particularité du Japon. Et elle parle de cette host hyper connue etc, et elle a un peu envie de se placer comme lui et dire bah ouais moi aussi j'ai envie d'avoir ce modèle là et ce truc là. Et c'était hyper intéressant cette espèce de fascination saine, hein, et absolument pas à l'extrême, de l'autrice. Et franchement il y a plein d'analyses, comme elle s'est fait demander en mariage plusieurs fois et t'es là mais... Et en fait c'est pour avoir une situation, c'est pour être mariée, parce que les japonaises veulent plus se marier, enfin les japonais mais bref, la société japonaise ne veut pas forcément se marier, avoir des enfants et toute la pression sociale que ça implique. Et du coup elle parle de ça là-dedans et t'es là mais what the fuck, mais comment ils ont pu la demander en mariage après aussi peu de temps ensemble. Elle était là mais... Et l'amour et tout ça, ils étaient là ouais mais non, t'auras plus besoin de travailler, tu seras avec moi, je t'entretiendrai. Non, c'est pas ma vision des choses, de la vie de femme et de... Et du coup c'était hyper intéressant parce que bah, en tant que français je me reconnaissais dans ses réflexions et vraiment c'est pas malsain. J'avais peur mais c'est pas malsain. Elle parle de Tinder dedans, elle parle d'autres applications mais elle était surtout sur Tinder. Et ouais elle voit toute la subtilité de genre la forme de visage, c'est un certain nom, l'emplacement, enfin ça aussi après tous les critères de beauté qu'il y a au Japon, je les ai vus en Corée mais au Japon je les découvre aussi de jour en jour et je suis là ouais ok. Mais même la façon dont tu dois te présenter, c'est pas que le tatamae en mode ah oui oui voilà pour pas faire chier le monde, c'était vraiment encore plus subtil que ça et c'est wow. Enfin vraiment il existe des dingueries au Japon, enfin ce qui me paraît des dingueries pour moi et ce qui est normal au Japon et ce qui doit paraître fou avec ce qu'on fait en France par rapport à un japonais, mais franchement c'était hyper intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande à votre tour. L'autrice est journaliste, j'ai oublié de le préciser, mais du coup ça se ressent dans son écriture et j'ai vraiment aimé. Donc vraiment allez-y, allez le lire, c'était hyper intéressant. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu non plus d'essais et ça m'avait manqué. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'après j'ai lu un peu plus de non-fiction parce que ça m'a relancé là-dedans. Je vais être assez brève sur ce livre parce que je sais pas trop comment vous en parler. Perso j'adore les livres de Fabien Licard, du coup j'en ai acheté un autre. C'est Votre idée va devenir une réalité, il y en a un autre du coup qui m'a donné envie, un truc sur le cerveau. J'avais adoré Votre temps. J'ai tout changé l'organisation de mes bibliothèques, du coup il y a ma pochette derrière moi, je suis perdue depuis. Votre temps est infini, je l'avais vraiment adoré. Du coup quand j'ai vu un livre qui parle de procrastination, comment vous dire que j'étais la meilleure cliente pour ça et ça m'a vraiment aidé, enfin ça m'aide, parce que c'est en train de m'aider encore, ça m'aide vraiment dans la structuration de mon roman. J'ai stabiloté pas mal de choses, j'ai pris des notes, j'ai fait des photos et ouais j'ai fait tous les petits exercices et c'était vraiment chouette. J'adore ces bouquins, je suis pas forcément ces vidéos parce que je suis pas très mentalisme et tout ce genre d'expérience sociale, mais j'adore ces bouquins donc je vais continuer d'en acheter. Celui-ci ça aide vraiment pour la procrastination et ça aide vraiment je trouve à... Parce que moi du coup c'est pour un truc très précis avec l'idée de pouvoir, enfin de vouloir écrire un roman, déjà première étape écrire un roman, mais d'être publié peut-être un jour on sait jamais.
faudrait que je fasse les démarches pour. Ça demande beaucoup d'étapes, hein, vous avez conscience. Mais ça m'aide vraiment à me dire, ok, t'as toujours été un peu... comment on peut dire ça? Tu te lances toujours un peu dans des idées farfelues, Pauline, et c'est cool pour les voyages. Prendre des décisions à 2 h du matin, ça marche pour aller en Angleterre. Ça marche moins bien pour écrire un roman qui va te demander des années de travail. En tout cas, des mois de travail. Du coup, là, je me suis dit, on va étudier la chose et on va poser les choses pour bien faire correctement, pour pas se lasser au bout de 3 semaines. Et pour le moment, je m'y tiens. Et quand j'ai une petite baisse de, peut-être pas de morale, mais de motivation, je me dis, on s'en fout de la motivation, il faut de la discipline. Je reprends mes notes et on est parti. Et c'est pour ça que je vous le recommande, parce que ça marche chez moi et j'aime bien sa façon d'expliquer, parce qu'il est pas du tout moralisateur, parce que il sait de quoi il parle, parce qu'il était aussi un procrastinateur, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais bref, il se qualifiait aussi de procrastinateur. Du coup voilà, c'est bien. J'arrête de toujours repousser au lendemain, comme cette vidéo. Je pensais pas la tourner aujourd'hui, il est 21 h et je suis en train de la faire. Donc voilà, ça sert ce genre d'ouvrage aussi. Je vais vous montrer le livre le plus adorable de ma bibliothèque. Moi je pense que c'est l'un des plus adorables franchement. Ah les Heartstopper, ils me font un petit truc, mais vraiment là c'est en termes de mignonnerie, Ah, j'adore. J'ai acheté Le Voyage de Grand Panda et de Petit Dragon de James Norbury. J'avais déjà lu, je crois qu'il s'appelle que Grand Panda et Petit Dragon, le premier tome. C'est ça, il n'avait pas de titre à part entière, là c'est Le Voyage. J'adore cette histoire, vraiment. Alors, ça peut paraître très enfantin. Parce que voilà, c'est les premiers dessins, je vais vous en chercher d'autres. Mais c'est une vraie histoire où on suit du coup un grand panda et un petit dragon. Et le grand panda c'est un peu genre... c'est pour ça que ça me fait penser à la mythologie, enfin la mythologie. Non, ça me fait penser à des contes chinois plutôt. Parce que le panda majestueux machin, qui est très sage, qui a des bons conseils de vie et qui est très posé, très calme. Et... bah dragon, le petit dragon c'est plutôt genre la nostalgie, la mélancolie, un peu le spleen vous voyez, il est toujours un peu oh. Et il aimerait voir les choses aussi positivement que Grand Panda, mais Grand Panda est quelqu'un de réfléchi et il va pas juste dire ne sois pas triste, c'est pas bien d'être triste. Il va plutôt tourner les choses, je sais pas, c'est un petit peu du livre de développement personnel à sa manière aussi. Après il y a aussi des choses un peu déprimantes, hein, parce que là genre je tombe sur une phrase, c'est il se sentait seul et vide dans un monde qui ne signifiait rien pour lui. C'est pas hyper réjouissant pardon, mais à des moments c'est joyeux. Ça finit toujours bien. Hein. Ça finit par il y a tant d'inconnus, tant de possibles autour de nous. Alors, conclut Grand Panda, allons à leur rencontre. Non mais ça finit bien quand même, je tiens à vous le dire, parce que dit comme ça on dirait que c'est un truc hyper déprimant, mais non, c'est vraiment la représentation de la vie en mode ne reste pas où tu es, tends toujours à aller vers autre chose. Donc là du coup ils partent en voyage et tu peux regretter ce que t'as perdu, mais prends conscience de ce qui t'entoure maintenant, parce que tu peux pas revenir là où t'étais avant. Genre là ils vont faire un voyage, il va se passer entre guillemets une catastrophe et ils vont dériver, ils vont pas aller à l'endroit où ils voulaient aller. Et soit tu te lamentes sur ton sort en disant oui mais c'était mieux avant, mais tu pourras pas retourner à avant parce que le passé tu peux pas y accéder. Du coup c'est bah profite, regarde ce qu'il y a autour de toi et contente-toi de ça parce que t'as pas le choix en fait. Et c'est une sorte de résignation mais un peu positive et c'était... Franchement c'est trop mignon, les dessins sont magnifiques, genre vraiment. Et je sais qu'il va y avoir une suite parce que il est écrit qu'il va y avoir une suite, c'est la fin de ce voyage-ci, mais il y en aura d'autres. Et j'ai hâte, franchement c'est trop mignon. Alors je pense pas que les enfants auront la même lecture que nous, mais en soi ils pourraient lire cette histoire. Après il faudrait qu'ils aient au moins 6-7 ans pour un peu comprendre. Mais en tant qu'adulte, je vous jure, ça me... Il y a un petit aspect écologique aussi. Franchement il y a plein de petites notions qui sont mises dans cette histoire, alors qu'encore une fois il y a que quelques bribes de phrases quoi. Mais je l'aime trop, franchement je l'aime beaucoup. Un petit peu plus tôt, donc je vais pouvoir vous le remontrer et vous donner mon avis dessus. J'avais envie de thriller et je me suis tournée vers un incontournable pour moi. C'est Jérôme Loubry. Il m'en reste un autre de lui à lire qui est De Soleil et de Sang. C'est le seul que j'ai pas lu, mais même son dernier je l'ai lu d'ailleurs en grand format. Je l'avais lu en janvier et je crois que j'en avais fait un point lecture. Je crois que vous pouvez avoir mon avis. C'était... Je crois qu'il y a plus la couverture. Le Chant du Silence. Oui, je crois que je l'avais vraiment... J'en avais parlé sur ma chaîne. C'était peut-être un récap de la semaine, mais j'en ai parlé. Bref, j'adore cet auteur parce que j'ai commencé... Enfin, le premier livre que j'ai lu de lui, c'est Les Refuges, que j'ai adoré, incroyable. Vraiment, c'est mon thriller préféré. Je pense qu'il figure dans mon top 10 de mes romans préférés. Parce que vraiment, il m'a marqué, je l'ai trouvé incroyable. Et l'idée et le... Je suis tombée dans le panneau, mais à tous les étages. Et autant le début, j'étais un peu genre...
Je sais pas trop vers quoi il m'emmène, je sais pas si j'aime ou pas. Je me souviens, non mais je me souviens du contexte dans lequel j'ai découvert la première révélation. J'étais là, oh, j'allais au boulot après, c'était genre 6h30 du matin. Je lisais ça, je me faisais pipi dessus, c'était en hiver en plus, il faisait un peu gris machin. Oh là là, vraiment, mon angoisse. Et après j'étais là, mais quel génie, mais quel génie. Et voilà, j'ai commencé par le refuge, les refuges. Ensuite j'ai lu Le Chien de Détroit et après je me suis dit mais Pauline, Séverine, tu l'as connue, enfin peut-être pas connue avec ce livre aussi, mais il m'avait tellement marqué quand elle avait parlé du Chien de Détroit. Du coup je l'ai lu, j'ai lu le 12e chapitre, j'ai lu du coup, j'arrive jamais à retenir, Le Chant du Silence, et là je me suis tournée vers Les Sœurs de Montmort. Je l'avais acheté en grand format, sa sortie. Je l'avais revendu parce que je ne le lisais pas et que ce côté fantastique sorcière je ne comprenais pas trop. Je l'avais acheté sur ma liseuse que je n'avais pas lu parce qu'en plus c'est sur ma Kindle donc je m'en sers plus du tout, je suis sur Kobo maintenant. Et là il est sorti en poche en octobre dernier il me semble, ou en début d'année. Je sais plus, je l'avais acheté, je l'avais pas encore lu et là ça a été le moment. Et quel moment j'ai passé les gars. Ici on est avec, comment il s'appelle, Julien, qui vient d'être nommé capitaine, commandant, je sais pas quoi, de la police de Montmort. Et Montmort est un village un peu particulier, alors il est pas trop situé dans l'histoire, j'arrive pas à savoir, je sais que ça se passe en France mais où exactement. Voilà, c'est un village un peu particulier parce que il y a eu une grosse histoire de sorcellerie, enfin la sorcellerie était très présente au XVIIIe siècle à peu près, non c'est même plus vieux que ça, plutôt 15e, bref. La sorcellerie était très présente, des femmes ont été tuées parce qu'elles étaient suspectées d'être des sorcières, et là on arrive avec Julien où son prédécesseur est mort dans un accident, il aurait glissé sur du verglas, il serait mort sur le coup, et bref, c'est lui qui va venir dans le village est un peu particulier parce que, alors c'est un village donc les gens sont plus ou moins, voilà, névrosés, hein, comme beaucoup de villages en France. Mais il y a genre un homme, le maire de la ville, qui est milliardaire et qui a acheté plein de choses, plein d'infrastructures, et en fait c'est le maire de la ville, mais c'est un peu genre le patron en même temps de la ville, enfin il le gère un peu comme un business, et c'est genre ok. Lui il arrive au commissariat, il rencontre les gens avec qui il va travailler, surtout 2 collègues et une standardiste, et il voit qu'il y a genre du matériel dernier cri, et là mais comment ça se fait que la police on est tout ça, enfin c'est pas comme ça ailleurs dans d'autres commissariats. Je crois que lui il vient de Paris en plus de base, du coup il a mais dans le 9-3 c'est pas ça quoi. Et bref, il est un peu surpris, il va rencontrer différents personnages et il va commencer à se passer des choses étranges. Des gens qui vont avoir des comportements pas normaux, qui vont être en boucle sur des sorcières, qui vont être en boucle sur des paroles qu'on leur dirait, sur des femmes, voilà, plein de choses comme ça. Alors, c'est le génie de Jérôme Loubry, c'est qu'il part dans un truc fantastique, mais il n'écrit pas du fantastique. C'est-à-dire que toutes les raisons un peu genre comme là les sorcières machin, tu te dis bah ça va être du fantastique du coup. Et bah non. Et si j'ai adoré la partie fantastique, alors que je pensais détester. Franchement je me suis dit je vais détester ça, de toute façon au début j'étais très sceptique. Dans les 50 premières pages j'étais là, ouais, je suis pas sûre d'avoir bien fait de sortir de ma palle. Est-ce que j'ai pas juste eu un gros coup de cœur pour les refuges et j'aimerais jamais rien de cet auteur? Et en fait si, j'aime ce qu'il fait. Juste là, la fin ne m'a pas convaincue, mais en soi j'aime ce qu'il fait. J'ai adoré l'univers qu'il en a dépeint. Je vais pas dire que c'est le plus grand féministe qu'il existe, hein, c'est faux. Mais il tend quand même à être un peu plus respectueux avec les femmes, en tout cas à mentionner l'importance des femmes et l'injustice de la sorcellerie, parce que ça n'existe pas la sorcellerie telle qu'on l'entend. Du coup, ouais, il remet un petit peu de justesse là-dedans et j'ai apprécié. Franchement, j'ai vraiment apprécié ça. Surtout venant d'un homme, je me suis dit il aurait pu complètement balayer la chose et non, donc ça c'était cool. Je me suis vraiment attachée au personnage de Julien, genre vraiment beaucoup. Et du coup, quand on a la révélation, j'étais là, ah! Surtout que dans ma tête, parce que comme je savais qu'il ne faisait pas du fantastique et qu'on allait être dans un truc réel, je me suis fait un film les gars, je me suis imaginé une histoire et je me suis imaginé je sais pas combien de rebondissements possibles et j'étais là non mais c'est à cause de ça. Ah mais attendez parce qu'il s'est passé un truc comme ça dans un village où ils avaient bu de l'eau, où c'était du prion, je sais pas quelle bactérie, enfin c'était pas une bactérie prion mais bref. Il y a eu une merde comme ça dans un village où ils ont mangé le pain et c'était la farine qui était contaminée, c'est pour ça que je pensais au prion, mais bref. Et du coup les gens ont commencé à avoir des hallucinations collectives et ce genre de choses, je me dis ah ça se trouve c'est ça, ça se trouve c'est ça, ça. Je me suis fait des théories de taré les gars, vraiment j'étais à fond. Et en fait non, j'y étais pas du tout. Et la thématique qu'il aborde et cette révélation, est-ce que c'est un spoil de dire qu'il y a un plot twist, surtout quand c'est un Jérôme Loubry? Je suis pas très sûre parce qu'il le fait à chaque fois, mais vous en pensez ce que vous voulez. La thématique qu'il a choisi d'aborder, d'une part je m'y attendais pas du tout, deuxièmement je trouve pas ça très cohérent,
Mais en soi ça correspond à tout ce qu'il avait mis précédemment, donc c'est cohérent, mais juste moi ça me satisfait pas. Et c'est ça d'ailleurs le troisième point, ça ne m'a pas satisfaite. J'étais pas contente d'avoir cette fin là, d'aller sur cette thématique là, de ce truc là, j'étais là bah franchement, ça fait un peu comme dans les romances où la meuf vit des choses incroyables et en fait elle dormait pendant tout ce temps et elle se réveille de son rêve. Non, enfin pour moi c'est vraiment genre en tant qu'auteur quand tu fais ça, t'as pas de face, et bah c'est un peu le même effet avec ça. C'est pas il se réveille d'un sommeil, mais c'est un peu dans cette idée là, enfin moi je l'ai vu comme dans cet esprit là, et j'étais déçue. Donc voilà, j'ai adoré les trois quarts du bouquin, et il y a juste ces les 20 derniers pourcents où j'étais là, non, non, cette révélation je ne l'aime pas, ça m'a saoulée. Vraiment c'est une thématique que je n'aime pas, que je ne nie pas volontairement, et j'étais là... Mais je voulais pas. Du coup j'étais triste et déçue. Mais j'ai adoré l'histoire, vraiment je l'ai trop aimée. Et je sais que ça plaira à plein de gens, juste moi... Ah écoutez, je suis vieille, il y a plein de thématiques, j'aime pas les voir dans les livres et bah je l'ai vu. Mais c'est assez représentatif de ce qu'on fait maintenant, mais... Voilà. Et ouais, je suis chiante à vous donner envie et de pas vous dire. Mais tant pis, vous devriez le lire. Désolée si jamais vous avez entendu du bruit, apparemment... Mes voisins ont des enfants depuis hier et ils ont décidé de courir de partout dans l'appartement. Voilà. Bref, j'ai lu aussi du young adult ce mois-ci. Je vous ai déjà parlé des romans de Jenny Han, mais j'ai lu genre la dystopie de BookTok. Enfin dystopie, qu'est-ce que je dis dystopie? Absolument pas. Le roman young adult de BookTok. Inheritance Games. Oh, pour une fois que j'arrive à le dire, de Jennifer Lynn Barnes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture. Alors avec du recul, je me souviens pas de beaucoup d'éléments très précis parce qu'on est sur un truc d'intrigue et que je suis pas très intrigue, mais enfin jusqu'à présent toutes les recommandations BookTok pour moi elles sont nulles, genre vraiment, à part si c'est des livres que j'avais déjà lus avant et genre Les de Marie d'Evelyn Hugo, bah oui heureusement qu'il est incroyable ce bouquin et que vous l'avez mis en avant, genre merci, mais autrement à chaque fois je suis là mais... Comment vous pouvez conseiller des bouquins pareils? Alors ça s'applique souvent aux bouquins asiatiques, donc je suis plutôt recommandée par des américaines. En France j'ai pas trop de problème parce que je lis pas les romans recommandés par des françaises parce qu'il y a beaucoup de dark romance et ce genre là, et j'aime pas la dark romance. Enfin j'ai même pas envie de m'aventurer sur ce chemin. J'ai déjà eu ma phase One Direction, Wattpad, tout ça, donc je pense que j'ai déjà lu beaucoup trop de choses. Voilà, pour cette petite âme fragile. Bref. Quoi qu'il arrive, j'ai vu beaucoup d'américaines le recommander, ensuite des francophones, et j'avais un petit peu peur, et écoutez, ma foi, c'est pas le roman de l'année, mais je l'ai adoré au point d'acheter le tome 2. Je l'ai toujours pas lu, je pense que je le lirai cet automne, mais il a été acheté quand même. Ici, on suit Avery qui mène une existence un peu solitaire. Elle a juste une sœur, demi-sœur je crois, bref. Elle a pas une vie incroyable, sauf qu'elle est très intelligente. Et un jour, Avery va être convoquée. Je vois que c'était chez le proviseur de son lycée, mais ça se trouve ça avait rien à voir, juste elle était convoquée quelque part. Mais bref, quoi qu'il arrive, elle est convoquée parce que y a un homme, un milliardaire, qui a décidé de lui céder toute sa fortune à elle et pas à quelqu'un d'autre, alors qu'il a une famille et des héritiers, etc. Elle comprend pas trop le délire, là elle se rend chez le notaire et elle comprend un petit peu l'engrenage dans lequel elle se trouve. Enfin, elle commence à entrevoir l'engrenage dans lequel elle se trouve. En gros, cet homme avait plusieurs enfants et surtout 4 petits-fils qu'on va retrouver dans cette histoire, même si tout est écrit sous le point de vue d'Avery, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Et en gros, on lui explique que oui, elle aura accès à toute la fortune de cet homme, qu'il laisse pratiquement rien à ses enfants et petits-enfants. Ses petits-enfants sont pas trop dans la revendication, mais les enfants trouvent ça injuste, ils ne comprennent pas le délire de leur père, ils essayent de faire annuler le testament, mais ils n'y arrivent pas parce que tout est bien fait dans les règles de l'art et qu'il a juste cédé sa fortune à cette fille, et on comprend pas pourquoi cette fille, alors qu'elle l'avait jamais vue de sa vie, qu'elle elle vivait je crois en Angleterre et que lui réside aux États-Unis. C'est sûr que ça se passe aux États-Unis par contre. Et voilà, non c'est l'inverse, elle est en Angleterre, enfin bref, il y a un truc comme ça où ça se passe entre l'Angleterre, enfin entre le Royaume-Uni plutôt parce que je sais pas quel pays, et les États-Unis. C'est un délire un peu comme ça. Toujours est-il que pour avoir accès à cet argent, elle doit vivre 1 an dans le manoir familial. Elle comprend pas trop c'est pourquoi il y a cette condition là, mais elle se dit ok bah je vais vivre dans le manoir, sauf que quand toute votre vie vous avez été pauvre et que vous vous retrouvez à être riche et à avoir du coup des problèmes, parce que quand vous êtes pauvre vous êtes épargné par les problèmes relationnels, en tout cas on vous jalouse pas parce que vous êtes pauvre, par contre quand vous avez de l'argent on vous jalouse parce que vous êtes riche. Du coup elle va être... elle va devoir se conditionner à tout ça, surtout que sa sœur sortait avec un mec complètement problématique et maltraitant,
et toxique et tout ce que vous voulez de pas bien. Et du coup elle va devoir aussi plus ou moins gérer ça, gérer ses amis, enfin surtout son ami qui devient plus trop son ami parce que bah, elle s'éloigne aussi physiquement et bah, toute sa vie est en train de changer. Et en plus de ça, il y a cette espèce d'énigme d'enquête parce que pourquoi cet homme, je ne sais plus son nom, Tobias Hawthorne, je suis très nulle pour dire les noms. Je pensais que c'était que pour les noms coréens mais aussi pour les noms anglais. Tobias, on va l'appeler par son prénom, écoutez. Elle veut comprendre pourquoi Tobias lui a cédé cet argent, pourquoi est-ce qu'il a fait toutes ces espèces de... Parce que forcément il y a des complots, il y a des petites choses qui se passent, hein, c'est ce qui fait l'attrait de ce bouquin. Pourquoi est-ce qu'il lui a cédé à elle? Elle va mener l'enquête et plus elle cherche et plus elle s'embourbe dans un truc où tous les gens qui l'entourent en fait deviennent des suspects, tous les gens qui l'entourent deviennent des gens qui sont pas forcément très bienveillants envers elle et qui veulent plus ou moins sa disparition, sa mort. Parce que si elle meurt, c'est pas les mêmes conditions pour le testament. Et on suit tout ça. Alors c'est pas un thriller à proprement parler, mais il y a quand même ce côté enquête et vraiment ce côté ouais, complot et manigance et énigme. Vraiment, le vrai mot c'est énigme. Et je suis pas du tout escape game et tout ce genre de trucs, mais là-dedans, je sais pas, ça l'a fait avec moi. Forcément, il y a 4 garçons, vous pensez bien qu'il va y avoir une romance. Les romances young adult... En fait, mon problème c'est pas les romances young adult, parce que tu sais que ça va être nul, que ça va être cliché, que ça va être cucu, etc. Quand tu les lis à 13-14 ans, t'es très content d'avoir ça. Quand tu les lis à mon grand âge, bah t'es moins hypé par ça. Et le problème dans les romances, dans des romans qui ne sont pas de la romance, c'est que... Enfin vraiment il y avait des choses, c'était trop, j'étais là non c'est pas possible, je levais les yeux au ciel et en même temps je cherchais le moment où il va y avoir un rapprochement. Je suis fan de K-drama donc vous pensez bien que quand il s'effleure les mains pour moi je suis là oh mon dieu. Et bah c'était pareil dans cette histoire, genre vraiment à mon nez j'étais là et j'étais trop à fond. Donc vraiment je critiquais, j'étais là ouais c'est pas incroyable mais j'étais survoltée à chaque fois qu'il y avait un petit rapprochement avec l'un des garçons, j'étais là et avec qui elle va finir, parce qu'en plus de ça eux ils ont un passif avec d'autres gens et notamment une autre fille et du coup elle on la compare par rapport à cette fille et elle est là non je suis pas comme elle, enfin bref c'était trop bien. Et j'ai bien aimé que chacun avait bien sa personnalité dans les 4 petits enfants, du coup ça va, j'arrivais à peu près à m'y mettre. Alors forcément j'ai pas retenu les noms des personnages, déjà Avril j'avais oublié mais voilà, je me souviens quand même de certains éléments par rapport à leur vie privée, moins pour le côté enquête et énigme mais pour leur côté vie privée oui. Je me souviens encore plus ou moins bien de la fin, donc voilà, je pense que je vais le lire en octobre, j'ai tous mes examens donc certainement pas, mais au mois de novembre je lirai sûrement la suite, le tome 2. Du coup il y a le tome 4 qui va sortir en septembre et je verrai si je continue. Pour le coup j'ai pas voulu acheter tous les tomes après ma lecture du tome 1. J'ai apprécié le tome 1, je le garderai pas, je l'ai déjà mis en vente sur Vinted, je crois qu'il est encore disponible sur mes boutiques. J'ai beaucoup aimé ce tome 1 mais je sais que je le relirai pas, donc voilà. Mais j'ai hâte de lire le tome 2 et je vous ai dit je réserve ça sûrement pour le mois de novembre. Et enfin, le dernier, et après je vous montrerai ma lecture en cours, j'ai lu XOXO de Axio. En fait, ce livre est sorti en papier très récemment, ou il va sortir. Non, je crois que ça y est, il est sorti, je ne sais plus. Je l'ai reçu en service presse de la part de Kabooks. Du coup, merci à eux. Sauf que je n'en pouvais plus de l'attendre. Parce qu'il n'y avait pas encore la campagne de presse qui était sortie. Je l'avais demandé mais je dis oui bah ça se trouve ils me l'ont pas envoyé, machin, tout ça, c'est pas grave. Et en fait je savais qu'il était disponible en e-book 3 semaines avant sa sortie papier. Ouais du coup j'ai un doute sur est-ce qu'il est sorti ou est-ce qu'il va sortir la semaine prochaine. Je vous mettrai ça à l'écran au pire. Mais je n'ai pas pu résister, je lisais rien parce que rien ne me donnait envie, j'ai essayé plusieurs bouquins, j'arrivais pas à me concentrer, j'étais pas dedans. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, tu vas lire un livre sur ta liseuse, comme ça même si tu t'endors, t'as juste à éteindre ta liseuse ou à la poser et elle va s'éteindre automatiquement. Voilà, fais ça. J'ai donc commencé XOXO et j'ai beaucoup trop aimé pour un truc qui est pas forcément ouf, vous voyez. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Jenny qui vit aux États-Unis. Son papa est décédé, sa mère est une avocate assez réputée et la voit pas trop Jenny. Jenny c'est une violoncelliste. Du coup ça m'a fait penser à un roman de Gail Forman. Bref, on s'en fiche. Jenny elle est un peu conditionnée par son violoncelle, par une carrière qu'elle espère musicale, où tout ce qu'elle veut faire c'est jouer du violoncelle et être acceptée dans une école de musique. C'est pas Juilliard mais c'est une école quand même réputée dont j'ai oublié le nom. C'est son rêve, elle vit à Los Angeles et elle passe beaucoup de temps avec son oncle, enfin qui n'est pas
biologiquement son oncle mais qui était le meilleur ami de son père avec qui ils étaient très proches. Ils avaient ouvert ensemble un karaoké coréen à Los Angeles et Jennie travaille dans ce karaoké et un jour elle va tomber sur un garçon qui refuse de... enfin qui a écoulé son temps de karaoké et qui ne sort pas. Et elle va lui dire bah écoute t'as écoulé ton temps, faut que tu sortes, il refuse. Et plutôt qu'aller chercher son oncle pour pas faire d'histoire et machin, elle dit bah écoute je t'affronte sur cette chanson, celui qui fait le meilleur score, et bah si c'est toi tu peux rester 20 minutes de plus, je te donne 20 minutes gratuites, ou 1 heure gratuite, ou enfin bref tu peux continuer à faire ton karaoké, et si c'est moi qui gagne tu te casses. Sauf que du coup, ils chantent, c'est elle qui va gagner parce qu'elle connaît le truc pour gagner sur la machine de karaoké. Et en fait, ils vont se séparer, mais ils vont se retrouver et ils vont passer la soirée ensemble, la nuit ensemble. Ils vont pas coucher ensemble, mais bref, ils vont passer un moment ensemble. Il y a un festival de Corée à ce moment-là à Los Angeles. Et le garçon va ensuite disparaître, il lui a laissé son numéro de téléphone. Il s'envoie des messages, des textos, et après, plus de nouvelles. Ce qui se passe pour Jennie, c'est qu'elle a sa grand-mère qui vit toujours en Corée du Sud et sa mère, il y a 20 ans de ça, elle a quitté la Corée parce qu'elle était en désaccord avec sa mère, qu'elle misait plus sur sa carrière, etc. Elle est partie, elle s'est installée à Los Angeles, elle a fait sa vie, elle a rencontré son mari, elle a eu Jennie, machin, sa carrière a prospéré. Sauf que cette grand-mère, elle a un cancer de je ne sais plus quel organe, mais elle est malade. Et du coup sa fille décide de retourner la voir et le truc c'est que Jennie devait rester sur place, elle devait rester à Los Angeles, sauf que elle va aller en Corée et surprise, Jennie en arrivant en Corée elle se rend compte que le garçon qu'elle avait croisé à Los Angeles qui est assez énigmatique et qui répond plus à ses textos depuis plusieurs mois, en fait c'est une star de la K-pop, enfin, il commence à percer dans la K-pop. Et voilà, on va suivre du coup cette romance impossible entre les deux et il y a plein d'autres éléments et ça se passe dans une école de musique et on suit tout cet environnement de K-pop sans aller trop dans les détails. J'ai bien aimé la question de la relation presse, etc. De comment est-ce que les managements gèrent plus ou moins la vie privée, intime des artistes. Je vous avoue qu'il y a une romance que j'aurais bien voulu voir popper, voir repopper dans cette histoire mais qui a pas eu, du coup j'étais un peu déçue. C'est pas le meilleur roman sur la K-pop que j'ai lu parce que j'avais lu Ce sera moi qui était... alors pour moi c'était absolument irréaliste d'un point de vue de la K-pop, mais le but c'est que ça se passait pas en Corée du Sud, ça se passait aux États-Unis et je me dis ouais ça s'inscrit un peu dans ce contexte là. C'était sur une fille entre guillemets, ouais si elle était grosse mais c'était pas une fille obèse mais elle était en surpoids qui voulait faire de la K-pop et sa mère était contre et c'était trop bien, c'est publié chez Hachette, si jamais je vous mets la couverture à l'écran. Et il y en a un autre qui en tout cas le premier tome était très réaliste concernant les conditions de vie des trainees et c'était K-pop confidentiel de Stéphane Lee. C'est publié chez Hugo Roman, enfin Hugo New Way si je dis pas de bêtises. Je l'ai quelque part mais je ne sais pas où. Voilà. J'avais vraiment adoré. Pour moi les deux, alors ça parlait, Ce sera moi, ça parlait pas forcément de la vraie réalité de la K-pop, mais j'adorais ce côté personnage gros qui danse et qui assume ses choix, et en plus elle était bi, et le mec avec qui elle sortait il était bi, j'étais là mais oui mais merci, c'était trop bien. Dans K-pop confidentiel on voit vraiment le côté t'es trainees, genre ta vie m'appartient, tu es un esclave. C'était... En plus pour moi je commençais à connaître la K-pop et j'étais là wow ok. Autant là pour moi c'est vraiment genre la romance young adult choupinou. Genre vraiment j'ai adoré. En fait déjà ça m'a sorti de ma panne de lecture donc je peux que vous le recommander ce livre aussi parce que quand ça me sort d'une panne de lecture je le surestime sûrement. Mais j'étais trop contente de lire ça, ça se lit tout seul. Et si vous connaissez pas la K-pop vous allez je pense adorer la découvrir comme ça parce que c'est pas complètement réaliste mais c'est quand même assez bien fait. Franchement l'environnement de la Corée c'est très bien fait. Tu vois que l'autrice est vraiment coréenne. Je crois pas dire de conneries en disant ça. Mais ouais je sais pas, il y avait cette ambiance, tu te sentais vraiment dans les rues de Séoul. Et même si bien sûr c'est exagéré, il y a des choses tu te dis mais... Et ça faisait un peu penser à Camp Rock en fait. C'est peut-être aussi pour ça que j'adorais. C'était un peu la Camp Rock de Corée du Sud avec de la K-pop. Genre c'était trop bien. Camp Rock, High School Musical. Enfin genre vraiment... Oh là là, franchement c'était trop bien. Les personnages sont authentiques, je les ai pas confondus. J'aurais aimé qu'on voit plus les autres membres du groupe de K-pop de... Comment il s'appelle? De Jehu, mais... je vous avoue ça a été mon petit plaisir coupable, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas le meilleur livre encore une fois, mais ça l'a fait avec moi. Et je savais pas si j'allais le garder ou vous le proposer en concours, mais en fait je l'ai quand même vraiment bien aimé. Et j'adore la couverture parce que franchement un livre à 16,95 ça devient rare maintenant, donc je tiens à le mentionner parce que regardez la beauté de la couverture. Alors c'est la même couverture qu'avaient les anglophones parce que ce livre est sorti il y a plus d'un an. 1 an ou 2 ans, je sais plus, mais ça fait un moment qu'il était sorti en anglais et
Franchement j'étais à ça. J'étais à ça de craquer. Quand j'ai su que K-Addict, enfin K-Books allait sortir ce livre, j'étais comme une folle. Enfin Castory. J'y arrive pas, comment elle s'appelle? Castory cette collection là. Bref, vous avez la petite tête de l'autrice qui est beaucoup trop choupinou. Je sais pas si vous verrez bien. Mais regardez-moi ça. Ah, voilà, enfin vous avez une petite jaquette et tout. Enfin, ça a sûrement un vrai nom technique mais j'y connais rien. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je crois qu'en e-book je l'ai payé genre 5 euros, 6 euros. Je l'ai pas payé cher donc au pire vous pouvez vous le procurer en e-book. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'était chouette. Et ça m'a fait du bien. Et voilà, ça m'a relancé sur... Je sais pas, cet été c'était un peu un été young adult et j'ai adoré lire ce genre de romance assez légère. Il y a quand même des thématiques un peu plus importantes et j'ai bien aimé l'héroïne aussi, Jenny. Franchement elle a pas des réactions trop disproportionnées, c'est assez réaliste. Et ouais, je sais pas, j'ai bien aimé. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, il y a une fin bâtarde. Parce que oui, alors c'est une vraie fin, on est d'accord, oui, c'est une vraie fin. J'ai hâte de lire Seoul Dreams aussi. Bref, j'ai adoré, sauf que vous avez une vraie fin, sauf que la fin, elle est dégueulasse, ok? Je tiens à vous le dire parce que elle est franchement dégueulasse, étant donné que moi je tournais mes pages sur ma liseuse, je lis, et là je vois remerciements. Et je fais comment ça, remerciements? Il n'y a pas d'autres chapitres, même, vous voyez, j'aime pas les trucs genre 3 ans plus tard, mais là j'aurais voulu un 3 ans plus tard. Non, il n'y a pas, du coup j'étais dégoûtée, je lisais mon truc, j'étais là. D'accord, bon bah c'est fini. Et quand je l'ai reçu du coup en papier, j'ai été vérifier genre est-ce que j'ai pas raté quelque chose sur la version e-book. Non, c'est juste l'autrice elle a fait ce choix là, Pauline, un choix qui est judicieux, qui est complètement justifié et en soi, enfin je la remercie d'avoir fait ce choix là, mais je le vois jamais dans les romans, du coup j'étais genre oh bah c'est carrément réaliste ce qu'elle fait, vu qu'elle arrête là maintenant, c'est bien, sauf que je m'y attendais pas et j'étais un peu dégoûtée. Voilà, c'en est tout pour la partie update, point lecture, je sais pas comment dire, bilan lecture, c'est comme ça que j'appelle ces vidéos d'ailleurs. Je vais vous montrer ma lecture en cours. Alors j'ai tout juste commencé, c'est un graphique, mais je sais pas ce que j'ai envie de lire en fait en termes de roman. J'ai terminé une romance là dans l'après-midi et je sais pas si je vais à nouveau vers un roman young adult qui tend vers une romance slash disparition. Est-ce que je pars vers un récit coréen? Est-ce que je lis un essai? Je ne sais pas, donc tant que je suis indécise, je me tourne vers des graphiques et celui-ci les gars, je l'ai attendu. Tadam! De base il devait sortir au début de l'été, ça a été repoussé et c'est sorti fin août. Le fils de Taïwan tome 3. J'aime beaucoup trop cette série de, je sais toujours pas le prononcer, Manhwa. Bref, c'est un livre graphique. Du coup là c'est en jaune, mais selon les tomes c'est pas forcément la même couleur qui prédomine. Ce que j'adore, vraiment j'adore quand il y a une couleur prédominante. Et alors les dessins sont pas incroyables, hein. Alors j'essaie de pas vous spoiler. Bah là ça vous spoil un peu mais c'est de l'histoire donc voilà. Je le lis pas pour les dessins et quand je l'ai acheté je dis ouais je suis pas sûre, les dessins c'est pas ouf. L'histoire les gars, si j'ai bien aimé le premier tome, vraiment le tome 2 je l'ai adoré et ce tome 3 bah, je suis en train de le découvrir. Je l'ai tout juste commencé parce que à chaque début de tome vous avez une partie historique qui recontextualise le moment où se passe l'histoire, parce qu'ici on suit un homme qui a créé le magazine Prince, magazine de jeunesse Prince. Et en fait on suit la vie de cet homme, ce n'est pas lui qui rédige directement ce récit, si je dis pas de bêtises, normalement non. Mais c'est conté par une personne qui retrace son histoire. Taïwan a un passé assez compliqué. La Chine est toujours un petit peu en train de vouloir les dominer mais ça se passera pas comme ça. Et il y a eu la colonisation japonaise et donc on commence le récit dans les années 60, non 40, 50. Voilà, on suit sa vie à travers ce récit. C'est un enfant érudit qui veut juste faire sa vie dans une famille pas très riche, pas spécialement pauvre non plus mais pas très riche. Il arrive à aller à la fac, c'est trop bien, il est pris dans une fac et en fait il va être arrêté, il va être exilé sur une île en prison, il va être jugé très injustement parce que soi-disant il s'adonnerait à je ne sais pas quel truc. Bref, c'était la dictature, après c'est la loi martiale qui est intervenue, donc voilà, l'armée avait le plein pouvoir et en fait on relate la vie de cet homme par tranche de vie. Le premier tome c'est justement avec sa phase d'arrestation, enfin tout ce qui s'est passé de sa jeunesse à cette arrestation, pourquoi sa vie s'est arrêtée d'un seul coup, la pseudo-justice qu'il y avait où en fait on fait signer un papier en mode bah voilà si tu signes ce papier tu pourras être libéré, il signe le papier et en fait non il est arrêté et oui il va être libéré mais après sa condamnation qui a duré je crois 8 ou 9 ans.
Le tome 2 est sur sa condamnation, sur cette île, comment ça se passait, on voit aussi l'évolution politique. Et ce tome 3 on est sur un petit peu plus l'après, alors l'histoire un peu plus moderne, même si là je crois qu'on est en 66, 69. Et je trouve ça hyper intéressant, mais c'est hyper riche parce que l'histoire de Taïwan je la connais pas tant que ça. Je vais m'enseigner à fond sur le pays parce que je me rends compte que j'ai encore trop de lacunes concernant cette île. Et voilà, et je pense que je prendrai aussi des ouvrages sur la Chine parce qu'il s'est passé trop de dingueries, trop de choses. Et au niveau politique, j'y suis pas. Enfin vraiment Mao jusqu'à présent, ça va, je gérais à peu près. Et là, je suis partie beaucoup trop loin. Et voilà, je connais très peu finalement l'histoire de l'Asie et c'est hyper intéressant. Et ouais, il me manque encore un peu des ressources. Après, ce que j'apprécie énormément, c'est publié chez Kana. Vous avez un rappel historique. Donc c'est-à-dire que même si vous connaissez rien de l'Asie, vous serez pas complètement perdu. C'est sûr que plus t'as de connaissances, moins t'es perdu. Parce que si vous connaissez pas la Mandchourie, vous pouvez pas comprendre, et la Mandchourie on n'en parle pas forcément. Ce que je trouve aussi incroyable dans cet ouvrage, et c'est suffisamment incroyable parce qu'à chaque fois on tape des maisons d'édition pour la traduction. Déjà, tout le monde n'est pas capable de lire en anglais, donc arrêtez de blâmer les gens parce qu'ils lisent pas un livre en anglais. Tout le monde n'est pas bilingue en anglais. Et là du coup, dans cet ouvrage, il y a un effort de traduction, enfin c'est même pas un effort de traduction, la traduction est incroyable, puisque il y a des textes, enfin les textes sont à la fois écrits en taïwanais, qui a un nom particulier mais je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a du chinois, il y a de l'anglais, et il y a un peu de japonais, parce qu'il y a les colonisations. Et en fait à chaque fois il y a une certaine calligraphie qui est employée, une certaine police de caractère qui est employée pour toutes ces langues, et c'est stipulé à chaque fois, et même là dans le petit rappel historique, vous avez les caractères chinois, je sais pas si vous verrez bien, voilà, vous avez les caractères chinois qui correspondent, vous avez les caractères chinois qui correspondent en fait à l'appellation, au nom français qui a été donné. Et je trouve ça très bien, très intéressant parce que vous avez genre comment, enfin la prononciation, la phonétique du mot, et ensuite vous avez les caractères chinois, et c'est pareil avec le japonais, à des moments vous avez les caractères japonais pour que les gens ils sont vraiment en immersion avec des vrais termes techniques, etc. Et je trouve ça trop bien. Genre c'est un effort fait qui est incroyable, qui mérite d'être mentionné. Et je sais pas si cette préface elle est prévue dans le livre d'origine ou si c'est Kana qui a décidé de faire ça. Mais voilà, enfin, chinois, c'est mandarin. Là vous avez, voilà, les différents types de calligraphie par rapport à la traduction. Et je trouve ça incroyable. Voilà, je tiens à le stipuler parce que c'est un effort qui est fait, que j'apprécie. Et je continuerai de le mettre en avant parce que je trouve ça trop bien. Et voilà, c'est ma lecture en cours, sauf que comme j'ai tourné cet update pendant très longtemps, je pense pas que je vais continuer ma lecture ce soir, je le continuerai demain. Et vous aurez mon avis soit sur Instagram, parce qu'en ce moment je donne bien mes avis en temps et en heure sur Instagram, surtout en stories, mais c'est déjà bien. Et autrement on se retrouvera le mois prochain pour avoir un autre bilan lecture. Mais entre temps vous aurez d'autres vidéos, déjà je pense qu'il y aura un book haul au mois de septembre, parce que j'ai déjà acheté quelques livres et que je vais continuer d'en acheter. Je vais essayer de réduire parce que vraiment ça a été cet été les mois de la débandade. Vraiment juillet, août. Je sais pas, j'ai cru que j'étais riche en fait. J'ai cru que j'étais riche et que j'allais avoir le temps et l'envie de lire. Tout ce qui ne s'est pas passé, hein, clairement. Et surtout je suis en vacances. J'ai 2 semaines de vacances en septembre, enfin entre mi-septembre et tout début octobre. Donc je pense me faire un challenge, un jour un livre. Donc peut-être que je vous tournerai un vlog par jour, je ne sais pas. Ça se trouve je me ferai un vrai readathon de 24 heures où je ne dormirai pas pour lire, parce que pour le coup j'aurai le temps de ne pas dormir et de me reposer, de machin, pour préparer le challenge, parce que souvent je rate à chaque fois. Mais ouais, j'aimerais bien faire des... Enfin, j'ai envie de bouffer du livre en fait, clairement pendant mes vacances. Donc je risque d'une part d'en acheter et deuxièmement bah, de faire des vidéos. Donc vous devriez avoir plus de vidéos au mois de septembre. Et ça compensera un peu parce que au mois d'octobre et début novembre j'ai tous mes examens. Donc pas sûr que j'ai le temps / l'envie de faire des vidéos. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!